Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette webconférence qui est proposée par le réseau Pilotage Financier, qui est partagée sur le réseau des directeurs généraux. Le sujet que l'on va traiter aujourd'hui, c'est bien sûr le projet de loi de finances 2019, donc gros sujet d'actualité. Et vous voyez qu'autour de la table, nous sommes très nombreux. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Camille Roger, je suis responsable du réseau Pilotage Financier chez Idéal Connaissance, notamment. Et c'est la dernière webconférence avant les fêtes de Noël. Donc, je vous le re-souhaiterai à la fin de la webconférence, mais déjà de très bonnes fêtes de Noël et de très bonnes vacances à tous si vous pouvez en prendre. Alors, ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui, il est vaste. Nous allons nous concentrer sur deux points essentiels. La réforme de la dotation d'intercommunalité et puis l'atome. Je pense que je ne dis pas de bêtises. J'ai à côté de moi plusieurs intervenants. D'abord, Marc-Antoine Vincent, Challenge Public. Bonjour, Bonjour. merci d'être là. Je vous laisse vous présenter en deux mots, peut-être, présenter Challenge Public. Alors oui, donc Marc-Antoine Vincent. Challenge Public, c'est un cabinet dédié à la gestion publique locale qui, parmi ses différentes offres, propose des prestations dans le domaine des finances locales. Voilà. Notre présence ici pour intervenir en tant qu'expert sur la question. Et vous n'êtes pas seul, puisque Emeline Nemes est avec nous aussi, Challenge Public. Je vous laisse vous introduire. Donc Emeline Nemes, consultante au sein de Challenge Public, donc principalement sur le domaine financier. Et nous avons un autre cabinet avec nous, MS Conseil, avec Pascal MS. Je vous laisse vous introduire également. Oui, donc MS Conseil, c'est une petite structure qui est spécialisée dans tout ce qui touche à l'intercommunalité fiscale et financière. Voilà, et qui fait donc des analyses financières et fiscales pour les communes et pour les groupements de communes, uniquement. Eh bien, cette table est savamment orchestrée par Éric Landau, que je ne présente plus, du cabinet Landau, avocat et associé. Un grand merci pour avoir orchestré tout cela aujourd'hui. Merci d'être là. Bonjour à tous. Et merci de venir compléter, enrichir les interventions de nos experts financiers par peut-être des points juridiques, et en particulier si on a des questions sur des points juridiques. Alors, chers tous, effectivement, moi je suis dans la même situation que vous. Moi je suis là, tranquille. Simplement, je suis assis aux premières loges. Mais je suis là pour regarder ce que vont nous dire les financiers, avec des réformes importantes à venir. En revanche, un peu sur la dotation d'intercommunalité, mais beaucoup sur les questions de Tom. Il est possible, notamment par vos questions, qu'il y ait des aspects notamment contentieux à évoquer. Et là, je me permettrai de prendre la parole. Mais pour l'essentiel, je suis comme vous, spectateur. Très bien, merci à tous. On va démarrer. Je vais vous mettre donc, sur la page du PowerPoint pour que vous puissiez démarrer votre introduction. On va commencer par le sujet de la dotation d'interco. On est bien d'accord. Je vous laisse faire, allez-y. Alors, c'est parti. Moi, je vais juste essayer d'attraper la souris que j'ai ici. Avancer. Voilà, la petite flèche. La petite flèche, voilà. C'est parti. Alors, ce projet de loi de finances, sans surprise, s'inscrit dans un cadre budgétaire qui a été prédéfini il y a quelques temps maintenant. C'est la loi de programmation des finances publiques qui fixe, comme vous le savez, un objectif de réduction du déficit public pour l'ensemble des administrations et qui a pour effet de proposer une réduction, de programmer une réduction de 13 milliards d'euros sur 5 ans du besoin de financement des collectivités territoriales. Alors comment on y arrive ? On y arrive par une réduction un peu forcée du besoin de financement annuel des collectivités, 2,6 milliards par an sur 5 ans, que l'on obtient par une hausse limitée des dépenses de fonctionnement des collectivités à 1,2% par an, ce qui autorise une stabilisation des concours financiers de l'État à un peu plus de 38 milliards d'euros. Voilà, on est dans un cadre un peu contraignant et qui, si on doit retenir une chose, programme finalement une stabilisation des concours financiers de l'État. C'est un peu mieux que ce qu'on a connu par le passé, puisqu'on sort d'une période, on est sorti d'une période de baisse drastique de la DGF. Là, pour le moins, on va le voir, elle est maintenue, mais c'est au prix d'un objectif de maîtrise des dépenses qui est très fort. Alors cet objectif
il s'impose au plan national, mais il s'impose avec un peu plus de force aux collectivités de grande taille, départements, régions, métropoles, une grande collectivité qui ont un budget de fonctionnement de plus de 60 millions d'euros. Il s'impose dans le cadre d'un contrat. Alors, un contrat, on peut imaginer qu'un certain nombre de points sont négociés. Il n'en reste pas moins que si l'on ne respecte pas l'objectif qui a été fixé par l'État de 1,2%, avec quelques modulations selon les cas, mais si on ne respecte pas cet objectif général, il y aura un malus. Un malus, c'est-à-dire un prélèvement sur les recettes fiscales. Il y a aussi un bonus pour ceux qui sont dans le respect de cet objectif, mais un bonus qui est assez limité, puisqu'il porte de toute façon sur une dotation d'investissement. Voilà pour le cadre général. Donc le projet de loi de finances s'inscrit dans ce cadre général. Donc stabilisation des dotations. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, je vous interromps juste pour rappeler aux participants, parce que je ne l'ai pas fait en liminaire, que vous pouvez poser des questions. À tout moment, je vous interromprai si les questions portent sur ce que vous venez de dire. On fera une pause à la fin de cette partie sur la dotation d'Interco pour prendre les questions. On refera une pause après la tome et on fera un dernier échange à la fin de questions-réponses. Donc surtout, n'hésitez pas, je les reçois, je les pose à nos intervenants. Voilà, je vous laisse poursuivre. Alors, la stabilisation s'observe au niveau de l'enveloppe de la DGF. Elle est à 26,9 millions. Quelques petits ajustements, je ne vais pas insister là-dessus. 26,9 millions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un certain nombre comme chaque année, d'évolutions qui affectent notamment la péréquation. Donc la somme est conséquente, 180 millions d'euros. Ces ajustements sont financés à l'intérieur de l'enveloppe normée, ce qui est une évolution ou un changement par rapport à ce qu'on a pu observer jusqu'à maintenant. Alors les chiffres, rapidement, parce que la DGF, vous savez, c'est quelque chose qui se décompose. Là aussi, on focalise sur la DGF des communes et des intercommunalités. Par rapport à ces 26 millions, vous voyez, il en reste un peu plus de 18,3 destinés aux communes et aux EPCI. Avec une répartition classique, d'abord la DGF des communes avec la forfaitaire, la dotation touristique, une dotation Natura 2000 qui est nouvelle, 5 millions d'euros, et une dotation d'aménagement qui se partage entre d'une part la DGF des EPCI et la dotation de péréquation destinée aux communes, avec les montants respectifs. On verra dans un instant la dotation d'intercommunalité est diminuée du montant de la contribution au redressement des finances publiques. C'est intégré maintenant dans la DGF, un peu comme pour les communes. Donc on a cette nouveauté, ça a quelques incidences sur le calcul de l'ensemble. Alors, stabilité de la DGF, c'était aussi la promesse de l'an passé. Stabilité, ça ne veut pas dire que toutes les collectivités auront exactement le même niveau de dotation. L'an passé, on a eu 17 000 communes qui ont perdu de la DGF. Et ça, ce sont les effets de la péréquation, qui a des incidences, enfin, de la péréquation, pardon, pas péréquation au sens des UDSR, dotation de péréquation. C'est la dotation de péréquation qui a varié en raison des recompositions intercommunales, ces recompositions ayant eu une incidence sur les valeurs de potentiel financier. Voilà. Et l'effet un peu de la population, puisque on a une enveloppe fixe alors que la population française augmente. Absolument. Donc voilà, donc, du coup, effectivement, il y a beaucoup de maires, je l'ai encore entendu cette année, qui se plaignaient d'avoir perdu de la DGF. C'est un effet un peu malheureux, une conséquence collatérale des recompositions intercommunales et en effet des variations de population. Alors le gros morceau, c'est effectivement la réforme de la dotation d'intercommunalité. C'est pas une réforme mineure, on la revisite de fond en comble. Alors pourquoi cette réforme? Simplement parce que chacun peut observer qu'il y avait beaucoup d'insuffisances en ce qui concerne cette dotation. On a enlevé trois dans ce diaporama qui, de notre point de vue, justifie la réforme.
La première, qui permet de dire que le système est vraiment sclérosé, c'est qu'on a beaucoup de PCI qui en 2018 sont à la garantie. Alors, ça touche très fortement les communautés de communes, pour une raison simple, c'est qu'un certain nombre d'entre elles ont perdu la bonification de DGF. Ça les a placées, je dirais, à la garantie. Et cela a eu pour incidence d'affecter les valeurs de points qui permettent de calculer la DGF. Et du même coup, c'est l'ensemble de la famille des communautés de communes qui se trouve affectée par le dispositif, par le phénomène de garantie. Alors, ça touche, je le disais, très fortement les communautés de communes. Vous voyez sur le tableau, la FPU, c'est 96% des EPCI qui sont à la garantie. En fiscalité additionnelle, c'est 93%. Les agglos et les grandes intercos, les communautés urbaines et les métropoles sont moins touchées, mais elles le sont quand même encore, elles le sont aussi fortement. Au total, c'est 88%. 88% des EPCI qui sont à la garantie. Bon, c'est bien la preuve que le système a perdu de sa souplesse, de sa mobilité. De ce point de vue, on est figé. Deuxième élément qui justifie la réforme, c'est que le système actuel a produit un certain nombre d'inégalités, en tout cas de situations qui sont perçues depuis quelque temps comme des inégalités. La DGF est répartie au sein d'une enveloppe fermée et sur la base de montants unitaires qui servent de base de calcul pour chacune des catégories de PCI. Comme on le sait, les EPCI urbains sont sur un montant unitaire qui est supérieur à celui qui est proposé pour les communautés de communes. Et il y a eu tentative de rattrapage, de réduction des écarts entre la DGF des communautés de communes et celle des EPCI urbains, mais le système est tel que jamais on n'arrivera totalement à rattraper ou à réduire ces écarts, quand bien même on aurait affaire à des communautés de communes très fortement intégrées. Donc, voilà, les deux graphiques permettent de le démontrer. On a une DGF moyenne avant contribution au redressement et finances publiques qui est à 45 €. Les EPCI urbains, qu'ils soient métropole, communauté urbaine ou communauté d'agglomération, sont effectivement au-dessus, ou juste à la moyenne pour ce qui est un peu plus au-dessus, pour ce qui est des communautés d'agglomération, mais les autres, les communautés de communes, d'une manière générale, y compris celles qui sont à FPU bonifiées, sont encore assez nettement en dessous, alors qu'elles ne jouent pas moins le jeu de l'intercommunalité que les EPCI urbains. Le phénomène est accentué par la contribution au redressement des finances publiques. Donc voilà, cette situation d'inégalité pose problème depuis plusieurs années. Donc effectivement, il est temps de trouver un système qui permettra de le régler de façon plus efficace. Alors, troisième élément de critique de la situation actuelle, c'est que les critères d'attribution de la dotation d'intercommunalité, que tout le monde connaît, le coefficient d'intégration fiscale, le potentiel fiscal, aujourd'hui n'explique plus qu'une partie seulement du montant de la dotation d'intercommunalité au sein d'une même catégorie. Il arrive, le tableau le démontre, que des communautés qui présentent des caractéristiques identiques en termes de potentiel fiscal et de coefficient d'intégration fiscale soient traitées de façon très différente. On le voit ici entre les trois communautés. Je n'ai pas calculé le rapport, mais il est extrêmement important entre la première communauté de communes, Serres et Goulan-Carlade, non exotique, et celle de Roumoissène, par exemple. Ce sont à peu près les mêmes critères de potentiel et de CIF, et les dotations n'ont absolument rien à voir. C'était vrai avant la contribution au redressement des finances publiques, c'est accentué, curieusement, par cette contribution au redressement des finances publiques. Dans le même tableau, si on regarde les situations, on peut voir que la toute première, la hiérarchie est respectée, mais il se trouve qu'entre la première et la troisième, effectivement, il n'y a quasiment plus d'écart entre Serres d'une part et Terre de Camargue de l'autre. Effectivement, quand on ramène à l'habitant, on est pratiquement sur le même montant après contribution au redressement des finances publiques. Bon, voilà, trois raisons qui justifient qu'on regarde de façon plus attentive la manière de mieux répartir la dotation pour bien essayer de dépasser ces difficultés qui n'ont fait que s'accentuer au fil du temps.
Oui, le système n'était plus viable tel qu'il était en fait. C'est ça, absolument. Alors, je vais laisser la parole à Pascal. Donc, face à ce constat, donc effectivement, le projet de loi a mis en place un certain nombre de mesures, de dispositions qui, pour certaines, sont extrêmement importantes. La première de ces mesures, c'est la fusion des enveloppes par catégorie de PCI. C'est-à-dire, en clair, il n'y a plus les montants que l'on avait avant entre communautés urbaines à 60 € par habitant, les communautés de communes à fiscalité additionnelle autour de 20 €. Il n'y a plus ces alimentations préalables d'enveloppe. Ce qui fait que tout le monde, toutes les intercommunalités vont relever d'un même mode de calcul, presque, avec surtout, concrètement, des mêmes valeurs de points. Donc, quand on fusionne des enveloppes, alors qu'auparavant, on favorisait le monde urbain davantage par rapport au monde moins urbain, comme les communautés de communes, il faut s'attendre forcément à des transferts. Et donc, cette fusion des enveloppes prédispose à un transfert important entre les DGF du monde urbain, qui vont s'en trouver affectés par cette réforme, par rapport aux DGF des communautés de communes, qui, a priori, vont s'en trouver favorisés. On verra après les différentes mesures, et notamment les différents amendements qui ont un peu édulcoré cette ambition initiale. Deuxième point, c'est la suppression de la bonification de la DGF. C'est vrai que beaucoup de communautés de communes passaient en FPU et espéraient avoir une bonification de la DGF pour maximiser leur dotation. Bon, on se rend compte, et Marc-Antoine le disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça sert à rien de mettre en place un système aussi compliqué pour se rendre compte qu'au final, tout le monde est à la garantie. Donc voilà, donc on supprime effectivement la bonification. Et tant pis pour toutes les communautés qui, l'année dernière, un peu dans l'urgence, ont fait tous les efforts. Avaient fait l'effort de respecter effectivement des yo-yo législatifs qui sont assez insupportables. Bon. Ouais, et qui ne favorisent pas la visibilité, effectivement, pour les groupements. Alors, troisième disposition, c'est vrai que la DGF précédemment, c'était un peu compliqué, puisqu'on calculait la DGF et sur ces montants, on retranchait la contribution cumulée sur plusieurs exercices. Alors, il n'y avait pas une visibilité très forte. Là, du coup, c'est plus simple, puisque ce qu'on va distribuer se fera après amputation de l'enveloppe globale de la participation donc des groupements au titre du redressement des finances publiques. Donc ça va simplifier et ça va amener plus de lisibilité sur le mode de calcul. Quatrième disposition, là aussi c'est une nouveauté. Dans le mécanisme de péréquation jusqu'à présent, on distinguait les groupements de communes par rapport à leur écart de richesse fiscale sur leur territoire. Là maintenant, on introduit, comme on le fait par exemple dans le FPIC, de ce point de vue-là, il y a un certain rapprochement, on introduit le critère de revenu des habitants. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de dire que plus un territoire a des bases faibles et plus les habitants en moyenne ont des revenus faibles, plus la dotation, théoriquement, sera importante. On accentue la péréquation sur ces deux éléments. Ensuite, alors évidemment, avec toutes ces mesures, on s'attend à des évolutions très fortes, soit dans un sens, soit dans l'autre. D'où des mécanismes inévitables lorsqu'on met en place une réforme d'encadrement des évolutions des groupements, avec, quand on dit encadrement, c'est-à-dire on définit une sorte de tunnel avec des communautés dont la progression de DGF va être limitée à 10% et dont la baisse de DGF, pour celles qui baissent, va être limitée à 5%. Voilà, pour éviter de trop grosses variations d'une année sur l'autre. Ça limitera les effets d'aubaine aussi. Oui, aussi. Bon, même si, normalement, à terme, on peut espérer de bénéficier de cette croissance. Bon, un point sur lequel on ne va pas trop insister, c'est effectivement une garantie de DGF de 5 € par habitant pour les EPCI qui n'avaient plus de DGF parce qu'elles étaient fortement prélevées au titre de la contribution au redressement des finances publiques. C'est pour redonner un peu d'espoir de DGF à ces groupements. Voilà donc les principales dispositions. Un dernier point important,
important, c'est l'abondement de l'enveloppe à 30 millions d'euros pour amorcer le dispositif. Oui. Ah, exact. Ouais. Donc voilà, donc vous voyez que l'enveloppe, alors en 2018, on avait une enveloppe initiale et puis on retirait, on calculait la DGF et puis on retirait la contribution au redressement des finances publiques. Vous voyez qu'en 2019, c'est plus simple. L'enveloppe que l'on va effectivement répartir, c'est 1,460 milliard. On abonde effectivement à hauteur de 29 millions d'euros pour faire bénéficier d'une DGF minimale à 5 euros par habitant. On abonde, c'est pour donner un petit coup de pouce à la DGF de l'Interco, on abonde de 30 millions le montant de la DGF. Cet abondement va être annuel. Au départ, il était limité à 2019, mais il va être effectivement annuel. Et puis, il y a un petit abondement pour les communautés qui changent de catégorie et pour lesquelles la discussion parlementaire a acté le fait qu'elles n'étaient pas soumises au plafonnement de 10%. Hein. Et donc, du coup, c'est-à-dire que quand on change de catégorie, on peut avoir une progression plus forte de sa DGF. Et donc, il faut trouver de la ressource. Donc, ça a été estimé à 7 millions d'euros. Donc, par exemple, toutes les communautés de communes qui passent en communauté d'agglo ou toutes les communautés de communes à fiscalité additionnelle qui passent en FPU n'auront pas en 2019 leur DGF plafonné, dont la hausse sera plafonnée à 10%. Il y a une transition. Voilà. Alors, voilà. Donc, pour nous qui avons par exemple quelques projets de fusion de communautés de communes pour passer en agglo, pour celles qui sinon seraient plafonnées à 10%, qui là auraient une majoration, c'est pas parce qu'on change d'enveloppe comme dans le passé, mais là, pour certains seulement, il peut y avoir un effet d'aubaine à accélérer une fusion. Là. En 2019, oui. Voilà, alors, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que. 2019, juste avant les élections municipales. Alors, voilà, l'horloge tourne. Voilà, alors, effet d'aubaine. Alors, les parlementaires ont dit non, on a mené déjà des réflexions importantes sur notre projet de territoire, il faut pas mettre à plat les projets. Arrêté en 2019, mais c'est arrêté en 2018 pour le 1er janvier 2018. Oui, et les changements de catégorie. Hein, voilà. Donc, mais c'est limité à 2019. Donc, du coup, on peut considérer qu'il n'y a pas d'effet d'aubaine. Ça concerne 2-3 voilà. sur le territoire qui n'avaient pas encore. Voilà. Ces territoires ne sont pas sanctionnés un peu à. Voilà. Parce qu'il y a eu la dotation intercommunalité qui est venue, la réforme au mois de septembre-octobre. C'est pour pas qu'ils soient déçus par rapport aux simulations qui ont été faites. Exactement. Voilà, exactement. Pas donner des arguments aux Antilles. Voilà. Donc ça c'est au niveau de l'enveloppe, effectivement. Alors voilà, ça va venir. Oui, là on va peut-être sur les effets. C'est un peu non, je préfère plutôt insister sur la modification des critères. Voilà. Donc on a une enveloppe de dotation d'intercommunalité qui va être répartie. Et qui va être calculé pour tout le monde de la même manière, avec 30% de cette enveloppe au titre pour la dotation de base et 30% pour la dotation de péréquation. Donc ce partage 30-70 ne bouge pas. Au niveau des critères sur la dotation de base, rien de nouveau non plus, puisque cette dotation de base va être calculée à partir de la population DGF, du CIF. On verra tout à l'heure les modifications introduites dans le calcul du CIF et de la valeur de points. Cette valeur de points va être la même pour tout le monde, ce qui n'était pas le cas avant. Hein, voilà. Et sur la part péréquation, la modification introduite par le projet de loi consiste à avoir un critère combiné, écart de potentiel fiscal, écart de richesse et écart de revenus. Avant, le critère de la péréquation, c'était l'écart de potentiel fiscal. Maintenant, c'est à la fois un critère d'écart de potentiel fiscal et un critère d'écart de revenus. Et mathématiquement, ce critère est calculé différemment. Voilà, ça, on va le voir. C'est une notion d'écart, mais calculé différemment. Voilà. Hein. Absolument. On va parler de rapport, d'ailleurs, ce sera plus simple. Voilà, oui. Avant, on pouvait davantage parler d'écart. Là, il est préférable de parler de rapport, et on va le voir dans un instant. Tout de suite. Dire quand même que par base, par péréquation, c'était ce qu'on pratiquait déjà pour les communautés de communes et les communautés d'agglo. Et là, on est dans toutes les catégories de PCI. Hein. C'est vrai. Alors, c'est important de le souligner parce que effectivement, auparavant, par exemple, les communautés urbaines
n'avaient pas ce calcul dotation de base, dotation de péréquation. Elles avaient un montant par habitant. D'accord. Les Mais métropoles 60 aussi. euros par- D'accord. Voilà, 60 euros par habitant, sauf celles qui avaient historiquement un montant supérieur à 60 euros par habitant et qui ont conservé ce montant-là. Là, ce mode de calcul va effectivement être identique pour tout le monde, y compris D'accord. pour les communautés urbaines et pour les métropoles. Et donc, du coup, au niveau... concrètement, donc avant réforme, la dotation de péréquation, c'était la population DGF, le CIF, et un indice d'écart de potentiel fiscal. Et après la réforme, vous voyez que on ajoute techniquement, le projet de loi prévoit d'ajouter un indice ou un écart de potentiel fiscal avec un écart de revenus. Chacun, puisqu'on ajoute et qu'on ne pondère pas l'un par rapport à l'autre, chacun étant pris donc à hauteur de 50% finalement. Voilà. Donc à ce stade-là, il y a eu d'une part l'ajout de l'écart de revenus. Deuxièmement, et c'est important aussi, le mode de calcul de l'indice a changé. Avant la réforme, vous voyez, on fait juste un peu de maths, mais on n'en fera pas davantage. L'indice de potentiel fiscal, c'était égal à 2 moins le potentiel fiscal de l'EPCI sur le potentiel fiscal moyen. Ce qui fait, pour bien comprendre, quand on avait un potentiel fiscal proche de 0, par exemple, c'est-à-dire une communauté très pauvre, 2 moins 0 sur quelque chose, ça faisait que l'indice multiplicateur maximum était de 2 avant. Après la réforme, vous voyez qu'on change mathématiquement le calcul puisque c'est un rapport entre le potentiel fiscal moyen et le potentiel fiscal de l'EPCI. Et si je reprends mon exemple avec un potentiel fiscal quasiment égal à 0, on va pas dire 0, on va dire 1 par exemple, parce que 0 divisé par 0 c'est compliqué, mais si j'avais un potentiel fiscal égal à 1, vous voyez que cet indice, il n'est plus égal à 2, mais il est quasiment égal au potentiel fiscal moyen. C'est-à-dire comme le potentiel fiscal moyen de la catégorie va entre 200 et 400, eh bien l'indice multiplicateur ici, il peut dépasser les 100, voire les 200. Et donc, vous voyez qu'avec ce mode de calcul, on va renforcer le coefficient multiplicateur des communautés qui ont un faible montant de potentiel fiscal. Deuxième élément important, dans le premier indicateur, mathématiquement, quand on avait un potentiel fiscal supérieur au double de la moyenne, quand on applique ça à l'indice avant réforme, eh bien, on avait mathématiquement un chiffre qui était négatif, et donc l'État considérait que l'indicateur était égal à 0. Donc, on ne bénéficiait pas de la dotation de péréquation. Alors que dans la nouvelle formule, quel que soit le niveau du potentiel fiscal, même s'il est très très élevé, on aura toujours un indice, même s'il pourra être faible, mais on aura toujours un indice. Donc, dans le nouveau mode de calcul, on n'exclut personne. Voilà. Donc ça va modifier un peu la répartition que l'on va faire entre l'ensemble des groupements. Alors, dernier point important, c'est la seule exception où on justifie la détermination de catégorie. Sur le potentiel fiscal, on va comparer le potentiel fiscal au potentiel fiscal moyen des groupements de la même catégorie. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, la réforme n'a pas été jusqu'à déterminer un potentiel fiscal moyen de l'ensemble des communautés de communes, mais on se compare, quand on est communauté d'agglo, au potentiel fiscal des communautés d'agglo. Voilà, hein, donc sachant qu'il y a des écarts importants. Alors que dans le revenu, on se compare au revenu à l'échelle nationale. Okay. Voilà. Hein, donc il y a effectivement une différence de ce point de vue. La répartition, les écarts de revenus au plan national sont moins importants que les écarts de potentiel fiscal. Mais simplement, comme c'est au niveau national, ça aura quand même un effet qui devrait plutôt être favorable aux territoires ruraux. Hein. Donc c'est aussi quelque chose qui va plutôt avantager les territoires ruraux. Voilà. Oui. Ou urbains.
Ou urbain pauvre, Voilà. effectivement, alors, ça existe de moins en moins, mais c'est vrai qu'il y a encore des intercommunalités suburbaines de banlieue. Hein. Ouais. C'est là, effectivement, Mais avec le sur mouvement dans de fusion, ça s'est un peu Voilà, c'est ce que dilué. je- Voilà, oui, absolument. territoire Voilà. industriel. Voilà. C'était vrai pour la région parisienne il y a pas si longtemps, mais c'est moins vrai. Ça peut encore être vrai même dans des grosses communautés de communes un peu rurales où le niveau de revenu est quand même faible et où Oui, il n'y a c'est pas ça. beaucoup C'est ça. d'activités D'accord. économiques. Voilà. Oui. Non, mais Voilà, donc- sommairement, effectivement, la prise en compte du critère revenu a plutôt joué en faveur des territoires ruraux. Donc on a un nouvel indicateur assez discriminant et puis on a un autre indicateur qui est très pondératif, si je Oui. puis dire, hein, Oui, puisque oui. il y a moins d'écart. Donc tout ça va effectivement modifier la distribution de la dotation de péréquation. Du coup, Alors, les garanties Voilà. et le plafonnement, c'est le tunnel dont tu parlais il y a quelques instants. Alors, voilà, c'est ça apparaît ici. Exactement, ouais. Donc, on a. Je suis allé trop vite, là, j'ai l'impression. Voilà. oui, voilà. Je vais commencer par les mécanismes de garantie. Alors, on a des garanties qui existent actuellement et qui sont maintenues. La garantie de droit commun, hein, c'est celle qui permet à chaque communauté de percevoir au moins 95% du montant par habitant de l'année précédente, au bout de la troisième année. Celle-ci est maintenue et la garantie en cas de fusion ou de changement de catégorie est également maintenue. On a en revanche des garanties qui sont modifiées, c'est celles qui sont distribuées en fonction du coefficient d'intégration fiscale. Hein. Quand on a un CIF élevé, on a une DGF qui est maintenue, qui est sanctuarisée. Alors, cette garantie sous condition de CIF est modifiée. Le CIF à prendre en compte, le seuil qui permettra de garantir la DGF pour les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, c'est 35%. Avec une particularité, j'allais dire une curiosité pour les métropoles. On y reviendra dans un instant, puisque leur CIF est pondéré. Hein. On y applique un coefficient qui majore le CIF réel de 1,1, donc de 10%. Hein. Et puis, pour les communautés de communes, le CIF doit être supérieur à 50%, qu'on soit en additionnel ou en fiscalité unique. Il y a une garantie du montant par habitant sous condition de potentiel fiscal qui préexistait. Simplement, on a changé le pourcentage, puisque pour que l'on puisse bénéficier de cette garantie, le potentiel fiscal doit être d'au moins 60%, inférieur au moins de 60% au potentiel fiscal moyen de la catégorie. C'était 50% auparavant. Alors c'est là où on a bien vu lors des discussions parlementaires comment effectivement les grosses entités, communautés d'agglo, communautés urbaines, ont effectivement proposé des amendements pour éviter ce que je disais en introduction, c'est-à-dire les transferts trop importants de DGF entre elles et le monde rural. Donc comment faire ? Eh bien, l'idée, c'est de dire, il faut, moi, communauté d'agglo, que je bénéficie du maximum de la garantie. Et donc, j'abaisse le seuil de CIF pour bénéficier de la garantie à 35%. De la même manière, j'abaisse effectivement la condition pour bénéficier de la garantie potentielle fiscale. Et c'est vrai que dans les amendements, quand on regarde les discussions parlementaires, et de manière très très claire, hein, les parlementaires qui ont proposer ces amendements, c'est très clairement pour dire, eh bien, c'est pour permettre à davantage de communautés d'agglo, parce que c'était elles les plus touchées, c'est pour permettre à davantage de communautés d'agglo de ne pas perdre de la DGF suite à la réforme de la dotation intercommunalité et d'au moins bénéficier de la garantie. Et donc ça, effectivement, du coup, la masse de garanties qui va être nécessaire de prévoir va être beaucoup plus importante si le projet est voté en l'état, hein, à l'issue pour le moment des deux lectures. Et donc, du coup, ça va édulcorer un peu la redistribution liée au fait que on fusionnait tous les groupements dans la même catégorie. En tout cas, ça va étaler dans le temps. Oui, d'accord. ou étaler dans le temps. Étaler dans le temps, et c'est sans doute la même lecture que l'on peut faire de cette mesure sur la seconde. Le tunnel, c'est aussi un plafond. Un plafonnement de la dotation d'intercommunalité. Ce plafond est ramené à 110%, ce qui limite effectivement
les ressauts qui pourraient être importants. C'était 120 avant. Voilà, c'est ça, c'est Oui, 120 d'accord. avant, donc on limite pour en effet limiter le transfert de dotation entre les différents EPCI. Bon, l'exception, je n'y reviens pas, c'est celle qui concerne les fusions qui seront réalisées en 2019 au 1er janvier, pour lesquelles il n'y a pas de plafond, enfin, en tout cas pas le 110%. D'accord. Et tout ça, c'est le fruit vraiment des discussions parlementaires. Oui, alors l'abaissement de la garantie CIF 40 à 0,40 à 0,35, oui. Oui. Hein. Le fait que on rabaisse aussi la condition de potentiel fiscal, oui. Oui, Ça, c'est d'accord. les discussions parlementaires. Le fait de ne pas plafonner à 110% ceux qui changent de catégorie, oui. C'est aussi tout ça, c'est le résultat des discussions parlementaires. Ce qui va peser un peu sur la masse effectivement de DGF à répartir. Alors là, on a à l'écran précisément la comparaison entre la situation actuelle, c'est-à-dire antérieure à la loi de finances pour 2019, et la situation nouvelle, bon, qui illustre assez bien les modifications apportées sur à la fois les planchers, les garanties, et sur les plafonds et les écrêtements. Voilà. Oui, juste un mot sur les garanties. Le projet de loi a simplifié les mécanismes de garantie. Avant, on avait 2 autres mécanismes de garantie un peu compliqués par rapport à l'évolution de la dotation spontanée. À l'évolution de la dotation spontanée. Tout ça, c'est vrai que ça a été supprimé et on a là des garanties un petit peu plus simples. Voilà. Oui, je pense que c'est même important de souligner l'effort de simplification par rapport avec la garantie qui était assez illisible pour beaucoup de collectivités. Alors, ensuite, nous avons cette garantie de dotation intercommunalité à 5 € par habitant. Alors, bon, ça touche très peu de PCI, donc c'est peut-être pas la peine d'en faire des tonnes là-dessus, mais bon, il y a un certain nombre de collectivités, de communautés, pardon, qui ont été fortement pénalisées par la contribution au redressement des finances publiques, au point de n'avoir quasiment plus de dotation d'intercommunalité. On n'en a plus parfois. Hein. Bon, donc là, l'idée, c'est de dire ces EPCI auront, pour la plupart, auront une dotation d'intercommunalité. Alors, ça touche effectivement ceux qui étaient en dessous de 5 € par habitant et ne pourront en bénéficier que ceux dont le potentiel fiscal est inférieur à 2 fois le potentiel fiscal moyen de la catégorie. Alors, on fait quelques simulations pour regarder ce que ça donnait. Je vais essayer d'aller chercher ici. Voilà. Bon, en 2018, on a, c'est pas complètement neutre, mais on a 257 EPCI qui ont effectivement une dotation d'intercommunalité inférieure à 5 € par habitant. Et bien, sur les 257, on considère qu'on en a, au regard du critère potentiel fiscal, on en a 220 qui pourraient effectivement être éligibles au complément de dotation. C'est-à-dire qu'on a 37 qui n'auraient pas ce complément de dotation, ce qui ne veut pas dire que les 37 en question auraient une dotation nécessairement nulle. Sur les 37, on en a quelques-uns, de mémoire il y en a 6, qui ont tout de même une dotation, 3 € par habitant, en dessous de 5. Mais on aura 31 de PCI qui seront à une dotation nulle. Qu'est-ce qu'on a après? Je ne sais plus. Oui, alors c'est le CIF. Le CIF qui est plafonné à 60%. On l'a vu tout à l'heure dans la formule de calcul de la dotation. C'est une nouveauté. Effectivement, le CIF est désormais plafonné à 60% pour le calcul de la dotation d'intercommunalité. Ça touche quelques EPCI qui, en 2018, on en a 45 qui ont un CIF, qui affichent un CIF. Ce sont essentiellement des communautés communes, on ne peut pas dire exclusivement, mais ce sont essentiellement des communautés communes qui, en effet, sont dans cette situation un peu exceptionnelle de CIF très élevé, au-delà de 60%. 2019, on devrait avoir un peu plus de PCI, parce qu'on aura digéré les effets de fusion, et on voit qu'un certain nombre de métropoles, par exemple, pourraient en effet se trouver dans cette situation de CIF supérieure à 60%. D'accord. Bon, voilà. Donc potentiellement 64 PCI en 2019 qui pourraient être touchés par cette mesure de plafonnement du CIF. J'évoquais tout à l'heure le fait que le CIF des métropoles était pondéré par un coefficient de 1,1.
Bon, ça, c'est aussi le fruit d'une discussion dont les tenants et les aboutissants ne sont pas toujours faciles faciles à comprendre. Si on peut, mais c'est les raisons pas forcément évidentes à justifier. Quoi qu'il en soit, pour atteindre la garantie, une métropole devra un CIF réel de 31,8, pas de 35, puisqu'il est pondéré de 1,1, donc on passerait de 31,8 à 35 par la pondération. Et pour le plafonnement, c'est du CIF, c'est 54,5 et pas 60, puisque là aussi, l'effet pondération permet de rattraper les 6 points qui manquent. Alors juste, ce qui est intéressant de noter quand même, c'est la première fois dans la DGF que on plafonne en quelque sorte les effets liés au CIF. Voilà. Donc du coup, dès qu'on dépasse 60%, ça ne sert plus à rien d'avoir une croissance de CIF, ce qui est effectivement nouveau. Avant, course au CIF, course au CIF. Course à l'échalote. Voilà. Et donc, du coup, vous aviez certaines communautés qui avaient poussé très loin, avec des CIF à 0,80. C'est ce qu'on retrouve dans le tableau, notamment des communautés de communes avec, par exemple, des grosses implantations industrielles, ou des centrales nucléaires qui ont des CIF extrêmement élevés. Là, le CIF, au-delà de 0,60, il ne joue plus. Voilà. Donc, l'exercice ou le transfert de compétences devra être justifié par d'autres facteurs. Voilà. Mais disons que nous, on a énormément de territoires qui sont en train d'envisager une nouvelle vague de services communs à la fin de ce mandat ou au début du prochain. Le CIF n'était pas l'objectif, mais enfin, c'en était. Et on parle en général de territoires qui, justement, étaient déjà très intégrés et où les transferts de compétences utiles pour le CIF étaient déjà faits. Le CIF n'était qu'un des paramètres et je trouve malencontreux que cette décision ait été faite. Elle aurait été légitime peut-être dans 10 ans, mais la réforme n'est pas encore achevée. Je partage parce que c'est pas un objectif, c'est un moyen en fait. C'est parce que le CIF, parce qu'il y a l'effet CIF et l'effet DGF qu'un certain nombre de collectivités ont pu réussir une intégration intercommunale assez forte, en montrant qu'effectivement l'opération était fructueuse. C'est pas faire de la DGF pour la DGF, mais ça accompagnait, ça facilitait, je dirais, une intégration des compétences. Je partage ton point de vue, c'est pas forcément une mesure, un signal très favorable. Dans 10 ans, j'aurais compris, parce qu'on aura dépassé ça, on n'en est pas encore là. Ils ont un coup d'avance, c'est ça. Alors sur le CIF, je ne sais pas si on avait, autant en parler maintenant. Le projet de loi a changé le calcul du CIF pour les communautés de communes en intégrant, alors à une date qui. D'accord. C'est cette diapo. D'accord. Très bien. Effectivement, c'est la question des redevances eau et assainissement. Tout à fait. Ouais. Alors c'était encore en discussion en commission mixte paritaire cette histoire, mais bon, l'idée effectivement, c'est de partir du constat que encore une situation d'inégalité entre les agglos et les communautés de communes, puisque pour les agglos, la redevance d'assainissement a été prise en compte, pas pour les communautés de communes. Bon, en tout cas, c'était... Allez-y. Objection à votre honneur. Alors, oui, sauf que si, comme il en est question, c'est une extension du régime des communautés d'agglomération, ça a des biais redoutables, qui ont été neutralisés par la loi de finances rectificative de 2000 pour la TOM, pour les ordres ménagères, et qui n'ont pas été neutralisés pour l'assainissement. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas tout à fait familiers de cette question, on prend en compte pour les communautés d'agglomération la quote-part de redevance d'assainissement hors part délégataire. Ça veut dire que si je suis adhérent d'un syndicat mixte, j'ai énormément intérêt à ce que celui-ci ne soit pas en régie, mais en DSP et si possible concessive, alors que le choix entre régie, affermage, concession et autres devrait être fait sur des données objectives et pas sur ce genre d'éléments de calcul. Alors après, quand on va dans le calcul précis de la DGF, on découvre que l'effet est souvent limité, surtout pour ceux qui sont en garantie, patati patata. Il n'en demeure pas moins que ça alimente, et ça induit tout d'un coup une discorde dans les territoires, en apportant un élément nouveau, parfois en fin de débat, sur le choix de gestion, et c'est tout à fait regrettable. Deuxième élément, ça favorise en revanche le choix en faveur de la régie si je suis en communauté d'agglomération. Vous allez me dire, ouais, c'est mineur. Là où c'est catastrophique, parfois, c'est que du coup, dans les territoires, notamment, on a une culture de la régie, ça dissuade des agglomérations et demain peut-être des communautés de communes de constituer des grands syndicats qui eux-mêmes auraient une culture de la régie. Sauf à mettre sur la table que dans ce cas-là, on passera en DSP. Et ça peut contribuer, et parfois pour des différences financières tout à fait limitées, mais peu importe. Ça pollue. Ça pollue le débat, et c'est tout à fait regrettable. Donc, qu'on introduise l'eau et l'assainissement dans le CIF,
Je trouve ça en réalité légitime parce que c'est un volume financier qui induit un volume d'activité qui montre à quel niveau se passe tel ou tel niveau d'implication. Simplement, dans ces cas-là, il faudrait que, si j'adhère à un syndicat, ça soit quand même en haut de la barre de fraction, comme on l'a fait pour l'atome ou la Rome. Grand 1. Grand 2, que ça s'applique dans ces cas-là, y compris par délégataire, ce qui induit un peu de complexité pour le réseau de la comptabilité publique et donc derrière des FIP. Oui, je sais, mais faut pas déconner, l'effet de difficulté administrative est tellement inférieur à la pollution des débats que nous constatons sur ce genre de dossier. Donc je suis très ennuyé par ceci, même si ensuite, quand on fait le calcul financier, on aboutit à des sommes très faibles. Mais moi, en général, je vois ce genre d'argument arriver en fin de parcours sur des projets d'adhésion ou de choix de mode de gestion. Tout à fait, non, c'est effectivement important de le dire. Alors, la redevance assainissement pour les communautés de communes qui ont la compétence, naturellement, ce serait pour 2020. Alors, contrairement aux agglos qui resteraient seulement à la redevance assainissement, la redevance eau pourrait être intégrée également, mais en 2026. Ça c'est effectivement très curieux, c'est-à-dire que eau et assainissement dans le CIF des communautés de communes, mais pour les communautés d'agglos, pas l'eau, que l'assainissement. Très curieux. Alors que l'eau est compétence obligatoire. Oui. Très Et que très, la date très de curieux. 2026 peut sembler logique au regard de la loi Ferrand-Fesneau, etc. D'août dernier. Oui, mais justement, pas dans le sens qui est évoqué. Oui. Alors, c'est vrai que là, il y a eu débat entre Assemblée nationale et Sénat. Assemblée nationale disait eau et assainissement dès 2020. Pas 2019 parce que techniquement les services de l'État sont pas prêts. Donc le Sénat disait bah non puisque c'est repoussé au maximum en 2026, prenons tout pour 2026. Au moins pour la communauté de communes. Oui c'est ça. Et la position de compromis du rapporteur général, ça a été en commission. Alors je sais pas ce que ça a donné parce que c'était hier soir ou avant-hier soir à l'Assemblée. C'était sur la position de la commission, c'est-à-dire 2020 assainissement pour les communautés de communes et 2026 eau et assainissement, mais uniquement pour les communautés de communes. Ouais. Et qu'ils aient voulu favoriser la prise en compte de la intercommunalisation en 2020 pour limiter l'effet des possibilités d'opposition de refus en communauté de communes avant le 30 juin jusqu'au 30 juin 2009, je peux le comprendre. Mais par contre, la mesure de différer pour les comités d'agglomération est juste pour moi incompréhensible. Alors moi j'ai une autre explication là sur le pourquoi de l'intégration de l'assainissement pour les communautés de communes. Pour moi, c'est aussi un moyen pour les communautés d'agglo d'essayer de se préserver de la DGF. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on va intégrer la redevance assainissement dans les communautés de communes, comme les communautés de communes ont très peu la compétence assainissement, c'était pas incitatif au niveau de la DGF. Leur CIF va donc baisser. Et donc, globalement, quand vous avez au sein d'une même catégorie, puisqu'on ne différencie plus les catégories, vous avez une fraction importante de groupements, les communautés de communes et les communautés de communes dont le CIF va baisser. Les communautés d'agglo, les métropoles et les CU, leur CIF ne va pas baisser, puisque c'est déjà dans leur CIF, on peut même un peu augmenter. Du coup, il va y avoir davantage de différenciation dans les niveaux de CIF moyens entre les communautés d'agglo et les communautés de communes. Ça va jouer sur les valeurs de points et, à mon sens, ça va permettre aux communautés d'agglo de préserver davantage encore leur DGF, d'être facilement atteinte 0,35 et de ne pas être lésé par ce qui pouvait paraître comme un peu révolutionnaire, c'est-à-dire je ne différencie plus les différentes catégories de groupements. Donc, pour moi, il y a eu un certain nombre de mesures, effectivement, qu'ont réussi à faire passer les communautés d'agglo pour essayer de limiter la casse de la réforme de la DGF sur leur dotation. C'est un pari de courte durée, parce que en ce moment, les communes intègrent massivement la compétence. Donc, oui, il y en a quand même, mais c'est bon. Beaucoup ont quand même saisi la possibilité de le. En clair, c'est des lobbying de France urbaine. Parce que ça concerne aussi, parce que c'est plus que le fait d'agglo, je vois beaucoup les métropoles urbaines. En tout cas, quand on regarde l'impact de la réforme, c'est une tentative de simulation avec les données dont on dispose.
sans surprise, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a un paquet de communautés de communes qui se retrouvent de fait écrêtées. Donc ça veut dire qu'elles sont plutôt sur une trajectoire de croissance et à fait. qu'on bloque cette croissance par l'écrêtement. J'allais dire inversement, presque. Ce on observe, c'est qu'on a beaucoup de groupements urbains, métropoles, communautés urbaines, comités d'agglomération, qui se trouvent à la garantie. Donc ça veut bien dire que là, pour le coup, effectivement, il y a un transfert qui s'opère de l'urbain vers le rural. C'est quand même un effet sensible de la réforme. Et finalement, si on prend le point de vue de France urbaine, pour le coup, heureusement qu'on a ce système de tunnels qui effectivement permet de limiter les effets de ces transferts qui pourraient être potentiellement assez conséquents. Voilà. On observe aussi, le tableau qui est en dessous le montre bien, l'effet tunnel bien effectivement a tendance à limiter la dotation pour les communes en particulier, puisqu'on est autour de 19-20, c'est-à-dire pas très loin des agglomérations aujourd'hui. Mais avec l'effet tunnel, on est à 10 pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, 10-60, et à 15 pour les anciennes FPU bonifiées. Voilà. Donc ça amortit bien, je dirais, l'impact de la réforme. D'accord. Ce qui peut être important de noter, c'est aussi pour les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique qui avaient la bonification et qui pouvaient craindre de perdre, on voit que finalement, elles sont quand même gagnantes. D'accord. Elles s'y retrouvent. Alors, avoir, ça c'est avant intégration des redevances assainissement dans le CIF à compter de 2020. Moi, je pense qu'il y aura en 2020, si effectivement on va jusqu'au bout, c'est-à-dire effectivement à partir de 2020, intégration de la redevance assainissement, à mon avis, il y aura des modifications assez sensibles et les communautés qui étaient peut-être ou qui seront soumises à un écrêtement parfois très important, ce qui leur laissait espérer des croissances régulières de 10% par an de leur DGF, je suis moins sûr que ça puisse continuer avec la prise en compte de la redevance assainissement. Mais ça sera, à mon avis, un enjeu important et une interrogation. En tout cas, c'est une interrogation importante. On change le sujet? On passe à la tome. On fait rapidement. Très vite parce que très vite vous sur. Voyez que l'heure tourne, mais on n'est pas limité. Donc, très bien. C'est qu'il y a des choses à dire. Nous sommes endurants, donc. Voilà, je vois ça. C'est très bien. Très vite sur la DGF Alors, sur la DGF des communes, pas d'énormes modifications. Tout de même, une modification importante, un petit coup de pouce pour les communes touristiques, pour les petites communes touristiques, les petites communes touristiques qui effectivement, depuis un certain nombre d'années, disent on a des grosses charges et la dotation touristique n'existe plus, voilà, et donc il faut tenir compte de nos spécificités. Comment c'est retenu? Donc, il y a un dispositif spécifique pour les petites communes touristiques, c'est-à-dire celles dont la population est inférieure à 3500 habitants. Petit. Voilà, c'est pas les grandes stations. Alors c'est qui sont pauvres, c'est-à-dire qui ont un potentiel fiscal inférieur au potentiel fiscal moyen de la strate et qui ont une part de résidence secondaire dans la population d'IGF supérieure à 30%. Qu'est-ce qui se passe pour ces communes? Eh bien, on prend en compte 0,5 habitants supplémentaires, ce qui fait que en fait, au total, on majore, puisque aujourd'hui la résidence secondaire est prise en compte à hauteur de 1 habitant, et comme là on majore de 0,5, eh bien donc ça signifie que la population est majorée de 1,5 habitants. Alors attention, ceci n'est valable que pour le calcul de la dotation forfaitaire. La population qui va être retenue pour calculer le potentiel fiscal par habitant, c'est toujours la population DGF, c'est-à-dire uniquement majorée de 1 habitant. Donc voilà, donc on aura des populations différentes selon les dotations retenues. Donc, et on ne tient pas compte de la taille de séjour. Non, voilà. Alors 7 millions d'euros, 1178 communes concernées a priori. Donc là aussi, quand on regarde les débats, on se rend compte que là, il y a eu effectivement, c'est passé assez vite. Le monde urbain a essayé de dire quand même 7 millions c'est pas rien et nous et ben non. Voilà. Donc là, au départ, on majorait 2 fois. On prenait 2 habitants supplémentaires. Ils ont atténué de la manière sur le potentiel fiscal. Ils ont relevé le seuil parce que sinon
on avait trop de communes éligibles. On concernées. a quand même un peu atténué le dispositif. Donc, après France urbaine, l'ADEME. Voilà. C'est exactement ce que je pense très fort. Voilà. Bon, les amendements ADEME sont toujours très bien rédigés. Bon, il faut voir que le biais, c'est qu'en fait, les recettes, notamment en zone de montagne, entre la taxe de séjour, les taxes sur la montée mécanique, etc., sont assez compliquées. De fait, il y a des phénomènes parfois d'injustice parce qu'il arrive que la commune de résidence ne soit pas celle qui a les lignes, bien sûr. mais qui peut avoir les charges, les parkings par exemple, etc. En général, ça se gère par les contrats, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des biais. Mais comme tu l'as évoqué, l'absence dans le calcul du potentiel fiscal d'un certain nombre de recettes non fiscales peut faire qu'on risque de donner des sous à des communes qui ne sont pas si pauvres que ça. D'accord. C'est le débat qui existe toujours sur quelle est la définition du potentiel fiscal. Ouais. Voilà, Je donc, pense que derrière ça, il y a aussi le fait qu'il y a un vrai problème en France qu'on évoque rarement. C'est qu'il y a des communes aujourd'hui qui ont pris une certaine habitude de relative richesse, mais qui sont de moyenne montagne, des parties basses de la haute montagne, et pour lesquelles il y a de toute manière un problème de réorientation à financer, pour lequel on ne sait pas toujours financer. Alors, deuxième mesure, une nouvelle dotation. Parce que celles de très haute montagne, elles ont le logement sur leur territoire de la commune ou de l'interco en général, et donc n'ont pas le même problème. Il y a remontée mécanique et le logement. Ouais. Le problème, c'est la vallée, c'est vrai. Alors, une nouvelle dotation, une dotation Natura 2000, donc là aussi sous 3 conditions, moins de 10 000 habitants, avoir au moins 75% du territoire communal couvert par les sites Natura 2000, et condition aussi de potentiel fiscal. Alors, il faut avoir un potentiel fiscal inférieur à 1,5 fois, là, cette fois-ci, le potentiel fiscal moyen. Voilà. Donc, montant de dotation estimé à 5 millions d'euros. Alors, oui, ça a été fixé, oui, c'est ça, fixé, pas évalué, fixé, 5 millions d'euros, donc on ne sait pas trop comment ça va être calculé, bon, un peu curieux, mais voilà. Donc, pour l'observateur, on se dit qu'entre les nouvelles modes de calcul de DGF Interco et tout ça, il y a quand même pas mal de trucs pour le monde rural. Oui, c'est vrai. Ça fait 2 ans qu'ils sont violets, mais là, c'est vrai. Ça entend le message. Absolument, c'est vrai que c'est très net pour l'Interco, même si dans les discussions parlementaires, le monde urbain a tenté d'eux, mais quand même, il n'y a pas eu une remise à plat totale. Voilà, c'est PLF jauni. Voilà, alors sinon, classiquement, les dotations de péréquation, je dirais presque comme chaque année, 90 millions d'euros sur la DSU, 90 millions d'euros sur la dotation de solidarité rurale. Avec une différence dans le financement. Oui. Parce qu'avant, on finançait 50% par abondement de l'État. Oui. Aujourd'hui, les 180 millions d'euros sont financés par l'enveloppe. Comme C'est-à-dire c'était le cas l'année dernière. Voilà. Ouais, c'est ça. Et rien, sauf décision du comité des finances locales, mais la décision est courue d'avance, rien sur la dotation nationale de péréquation. D'accord. Rien dans la loi. C'était pas toujours le cas, mais depuis quelques années, il n'y a plus rien, il n'y a plus de coup de pouce sur la dotation nationale de péréquation. Voilà. Oui, ça c'est sur le financement. Oui, bon, on va peut-être... Eh ben, on va parler de Tom. On va parler parlons de Tom. Parlons de Tom. Alors, sur la Tom, alors, donc il y a effectivement eu un article, c'est l'article 7, donc du projet de loi de finances sur la Tom, qui a essayé de prendre en compte les jugements sur les Tom excessives. Donc, l'article 7 du projet de loi de loi de finances a compléter le mode de calcul de ce que représente un service élimination des déchets. Donc, en disant spécifiquement que ce sont les dépenses de fonctionnement et ce sont ou bien la dotation amortissement lorsque la TOM ne finance pas les dépenses d'investissement, ou bien les dépenses d'investissement lorsque la TOM ne finance pas la dotation amortissement. C'est un peu compliqué tout ça. L'idée quand même de cette disposition, c'est de justifier le fait qu'on lève une TOM pour financer les dépenses d'investissement. Pour un certain nombre de financiers, ça peut paraître curieux, mais bon, parce que c'est vrai que ça paraît logique, mais il y a maintenant cette précision qui est indiquée dans la loi. Ça, c'est pour la définition de ce que peut financer
l'ATOM. L'autre disposition du projet de loi visait la TOM incitative. Vous savez que la TOM incitative a eu très peu de succès finalement. Il y a eu une dizaine de collectivités qui ont mis en place la TOM incitative. L'article 7 donne un petit peu plus de souplesse et donne un peu plus d'avantages financiers. Alors, souplesse, pourquoi ? Parce que on peut lorsque on met en place la TOM incitative, fixer un produit qui soit en augmentation de 10% au maximum par rapport à l'année précédente. Alors qu'auparavant, le produit des TOM ne pouvait pas augmenter lorsqu'on mettait en place la TOM incitative par rapport à l'année précédente. Ça, c'est un premier point. Donc, ça permet aux collectivités qui veulent mettre en place une TOM incitative de se dire je prévois un petit peu plus de TOM parce que ça va me coûter un petit peu. Voilà, donc ça c'est un élément intéressant. Deuxième élément, là, c'est un effort financier de l'État. Vous savez que au niveau de la TOM, les frais de gestion, au sens large, c'était 8% de la taxe. Voilà. Et donc, sur la partie TOM incitative, ces frais de gestion sont ramenés à 3%. Voilà. Et donc, on espère, donc ça fait effectivement une diminution pour le redevable, toutes choses égales par ailleurs. Donc, par ce biais-là, donc l'État espère qu'il y ait un petit peu plus de collectivités qui mettent en place une TOM incitative. Voilà pour les dispositions concernant cet article 7. Eric, je ne sais pas par rapport au contentieux. Alors, effectivement, sur ce point, Pascal a souligné tout ce que changeait la loi, y compris dans les calculs financiers. Très bien. Sauf que la loi, pour l'essentiel, sauf pour ce qui est des assouplissements visant à glisser vers la TOM incitative. Effectivement, le cabinet a fait à peu près une trentaine d'études sur le passage à la TOM incitative, et une très grande majorité d'entre elles ont conduit à ce que c'est un choix de ne pas le faire ou pas le faire tout de suite. Ou carrément de passer dans ce cas-là à la ROM incitative. Oui, c'est parce que finalement la TOM incitative est un entre-deux qui a beaucoup, qui est intellectuellement séduisant et qui ne résout pas tout. L'État nous dit super, vous allez avoir la prise en compte d'un certain nombre de dépenses qui seront inscrites dans la loi comme étant désormais susceptibles d'être financées par la TOM. Youpi, zoomons. Alors, de quoi parlons-nous ? 1. Les dépenses directement liées à la définition aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers assimilés. Alors voilà une mesure révolutionnaire pour 0,2% de vos dépenses. Pour le reste, on s'en fout. Deuxièmement, aux dépenses réelles de fonctionnement. Oui, ça c'est pas nouveau. Ça c'est pas nouveau. Non. Et d'autre part, aux dépenses réelles d'investissement, aux dotations, aux amortissements correspondantes. On retrouve un copier-coller quasiment des arrêts de mars et de juin 2018 du Conseil d'État, notamment l'arrêt Cora, de 18 ou 19, je ne sais plus, mars 19. Qu'admet le juge ? 1. La TOM, c'est un impôt, c'est pas une redevance. Donc, a priori, comme on n'a pas de dispositif dans la loi qui nous impose de l'utiliser que pour des dépenses directes liées aux ordures ménagères, ça aurait dû ouvrir au moins la voie aux dépenses indirectes et voire même éventuellement à des dépenses sur d'autres usages puisque c'est un impôt. Le Conseil d'État, de manière prétorienne, ce qui est le terme poli des juristes pour dire que c'est le juge qui décide à la place du législateur, nous a dit moi je vais vérifier que nous ne sommes pas dans un excédent manifeste au regard des dépenses d'ordures ménagères. Alors, tout ceci a été fait par le fameux arrêt Auchan de 2014, mais le raisonnement était un peu plus compliqué, puisqu'à l'époque, il y avait un problème aussi de situation d'illégalité pour ceux qui n'instituent pas de redevance spéciale, alors même, que le service était exécuté pour des entreprises. Aujourd'hui, que nous dit-on ? À raison, mais quasiment d'un jugement ou d'un arrêt par mois en ce moment. Bon. Rien que notre cabinet, on a une pile considérable de dossiers à traiter. Le juge va regarder si les dépenses réelles, directes,
correspondent à peu près à la recette de l'atome. Grand 1. Grand 2, le juge dit bien qu'on va prendre les recettes réelles d'investissement et les dotations aux amortissements. Donc on retrouve exactement ce qui est écrit. Dans ce que j'aurais adoré dans ce texte, et le Sénat avait des amendements qui allaient en ce sens, mais qui n'aboutiront pas, même si le texte n'est pas définitivement voté, visant à nous dire ce qu'est un excédent réel. Dans l'affaire de 2014, mais sur un volume énorme, mais en pourcentage ça ne change rien, on était à 2,5% d'excédent. Alors je suis désolé, mais pour tout gestionnaire d'un bon budget tranquille, 2% d'excédent ou 3% d'excédent, je ne dis pas que c'est l'épaisseur du trait quand on parle de gros millions, mais c'est un volume de sécurité. Ce n'est pas le vol sur les ordres ménagères, ou en tout cas, si ça l'est, c'est marginal. On a, en revanche, eu, depuis, une évolution de la jurisprudence. Nous avons, il y a une semaine et demie, obtenu un jugement du tribunal administratif de Strasbourg, par exemple, où a été admis un excédent de 8 et quelques %. Mais le problème que l'on a, c'est que dans ce pourcentage-là, nous n'avons pas, parce que le Conseil d'État le refuse, de prise en compte des dépenses de provision pour le futur autofinancement de dépenses pourtant déjà faites. En clair, mes provisions pour un PPI, si c'est uniquement je me constitue des réserves pour un futur autofinancement, mais dans le cadre d'un PPI voté, ça ne marche pas. Deuxième problème, où là par contre les pratiques jurisprudentielles varient d'un tribunal à l'autre, c'est la prise en compte des dépenses indirectes. Ces dépenses indirectes, vous êtes habitués à les prendre en compte lorsqu'on va vous calculer, par exemple, le forfait élève pour les écoles privées. Et là, on va vous imposer de prendre en compte des frais de dépenses d'administration générale, de direction générale, de services marché public, de services entretien voirie, de tout. Inscription, bien sûr. S'agissant, en revanche, des dépenses pour les ordures ménagères, on a des tribunaux qui acceptent sous réserve d'une traçabilité en comptabilité analytique, ce que je comprends bien. De dire, voilà, moi je veux vous prouver que mon service marché travaille en moyenne pour 5% de son temps sur les questions d'ordures ménagères. On a passé un marché ordures, ceci, ça a passé. Ouais. Et il y a des tribunaux qui l'acceptent et d'autres qui ne l'acceptent pas. Et de ce point de vue-là, une précision disant je peux prendre des dépenses indirectes sous réserve, par exemple, de mouvements constatés, par exemple dans un budget annexe, sous réserve que les DDFIP arrêtent de nous embêter sur la constitution de budget annexe sur ce genre de choses, parce qu'il y a des DDFIP qui le refusent, n'aurait pas été quelque chose d'inutile. Alors, finalement, quelle est la révolution ? Je prends en compte des dépenses directes sur le PLD, un plan local de prévention des déchets ménagers, qui n'est pas quelque chose... PLDM, pardon, qui ne va pas être quelque chose d'essentiel. Pour le reste, j'ai une reprise de ce que dit le juge, un peu plus précis peut-être sur les dépenses réelles d'investissement, mais qui continue à ne pas nous donner une définition de ce qu'est l'excédent, qui serait acceptable, qui ne serait pas manifestement illégal. Et deuxième chose, j'ai une définition désormais légale qui nous interdit à nous, au contentieux, d'essayer de dire qu'il faut prendre en compte les dépenses indirectes. Parce qu'en reprenant la définition la plus stricte de l'arrêt Cora, on nous prive des autres décisions, y compris parfois du Conseil d'État, qui nous donnaient des lignes de défense pour la prise en compte de dépenses indirectes. Donc ça n'est pas génial. Dieu merci, c'est sur l'investissement, mais ça peut être du temps de travail des services marchés sur un marché de travaux, par exemple. Sur les dépenses réelles de fonctionnement, il n'y a pas le mot direct. Mais donc on n'a rien gagné. En revanche, le problème que l'on a, c'est que se passe-t-il et quelle est la position aujourd'hui du Conseil d'État quand il y a une annulation ? Aujourd'hui, l'État vous prend des frais pour faire lever cet impôt en lieu et place de la collectivité. Très bien. Au titre de ces frais, il y a le fait que c'est lui qui va assurer votre défense, plus ou moins bien, en général pas mal, mais ça vaut le coup que vous constituiez en intervenant dans ces contentieux, pas seulement pour faire plaisir aux avocats qui vous le disent, mais surtout parce que vous aurez des argumentations un peu différentes. Dans ce cadre-là, l'État prend à sa charge
la différence entre les montants qui ont été levés comme impôts et les condamnations qui vont diminuer le montant réellement perçu. Sauf que l'État se rattrape pas derrière. Mais avant, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un certain nombre de contentieux, et il y avait des différences d'un jugement, l'autre d'un tribunal, l'autre. Certains disaient, ah bah écoutez, si le contribuable a attaqué cet homme et qu'il a obtenu gain de cause, on va revenir à quoi? Au taux de l'année de -1. D'autres disaient, oh bah puisqu'il y a une annulation de l'atome, on va revenir à la réalité des dépenses, dans une logique qui est moins fiscale que celle d'un enrichissement sans cause, mais qui est intellectuellement très logique. C'est bah, puisqu'il y a un excédent, bah, on va diminuer le montant pour arriver au niveau de ce qu'étaient les dépenses, ce qui est fiscalement original, mais conceptuellement logique. Et puis il y avait une troisième solution, un peu plus radicale, en disant bah, puisque le taux est illégal, mais que si je reviens au taux N-1, ce qui est quand même ce qui se passe en mouvement fiscal, c'est un risque d'être un taux illégal aussi, c'est juste que le contribuable n'a pas pensé attaquer, eh bien on va revenir à un taux de 0. L'atome devient 0. Et ça a été posé par le Conseil d'État cet été. Et l'État s'est dit, ah mon Dieu, j'ai donné une sorte d'assurance en échange des taux de la contribution perçue pour lever les impôts à la place des collectivités. Sur le fait que, sur tous ces contentieux-là, c'est moi, État, qui prenais, au moins pour l'exercice concerné, la dépense, et l'État est en train de constater qu'au lieu d'avoir une baisse de 2-3 points sur ceux qui auront pensé à faire un contentieux, non seulement j'ai une explosion des contentieux, mais en plus, quand on perd, eh ben, c'est une perte sèche que l'État paye puisqu'il compense les collectivités. C'est pourquoi il était payé quand même. Hein. Bon. Donc, évidemment, l'État s'est dit, ah, ça peut pas continuer comme ça. Donc, aujourd'hui, ce qui est prévu dans le projet de loi de finances, c'est que finalement, il va se retourner vers vous pour que ça soit vous qui payez les sommes. Donc, finalement, j'ai des précisions législatives qui ne me servent à rien et font un copier-coller de ce que dit le Conseil d'État, sauf sur le plan local de prévention des déchets ménagers assimilés, ce qui est quand même 3 fois rien. Par contre, la vraie nouveauté, c'est qu'ils nous repiquent l'argent pour lesquels ils avaient été payés pour nous faire un système assurantiel tout de même. Bon, de ce point de vue-là, comment dire, ça aurait tendance à m'agacer un peu, voilà. Mais raison de plus pour que vous battiez bien sur vos contentieux. Ceci était la minute commerciale de cette matinée. Effectivement, dans la discussion parlementaire, le seul élément qui a été ajouté, c'est que c'est vrai que le dégrèvement sera à la charge de la collectivité, hein, mais que il faut que l'État s'engage à donner l'information sur qui voilà. Donc voilà. Mais bon. T'as raison. Voilà, ça met un léger pansement gastrique sur mon irritation. Absolument. Ceci posé. Il en faut plus. Il est très intéressant de voir les débats et notamment les conclusions de rapports publics en Conseil d'État et surtout les conclusions très intéressantes qui ont été faites dans des séries de jugements au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur cette question précise. Où il disait, le plus logique, il ne disait pas comme ça, bien évidemment, c'était formulé en langage de magistrat administratif, mais le plus logique eût été dans ces cas-là de revenir en réalité dans une logique d'enrichissement sans cause à ce qu'était un taux qu'on reconstitue en fonction de l'arrêté des dépenses. Objectivement, et sous réserve qu'on prenne en compte les dépenses indirectes, difficiles à tracer, c'est vrai, puisqu'on n'est pas dans un budget SPIC, difficile à tracer, mais là, ça aurait été logique. Le problème, c'est que comme ce n'est pas ce qui est prévu en fiscal, puisque par défaut, c'est retour au N-1, et on disait oui, mais le N-1 est illégal lui-même, peut-être parfois, le plus logique aurait été de dire je reviens au N-1, et si le N-1, le taux N-1 donc, était lui-même illégal, alors on reconstitue la réalité des dépenses et on refait le taux en fait à la place du pouvoir des décisions fiscales. Mais là, c'était tellement en dehors des clous pour ce qui est un contentieux fiscal qu'il fallait un texte législatif. Donc, le gouvernement, s'il avait été un tout petit peu plus audacieux, mais une fois que le Conseil d'État dit quelque chose, même si ça se répare par la loi, ils hésitent. Mais ce qui aurait été très bien, c'est que le législateur ait l'audace, qui n'aurait pas été une audace inconstitutionnelle, de dire, liberté est donnée au juge pour, en cas d'annulation, appliquer un taux correspondant à la réalité des dépenses qu'il aura calculées. Et donc, c'était une modification des faits contentieuses. Le point de savoir si cela aurait pu être mis par contre dans une loi de finances, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il aurait probablement fallu le mettre dans un autre texte, par modification en fait du CGA ou du CGI. Mais
d'abord, ça se discute parce qu'il y a quand même un lien direct avec ce dont nous sommes en train de parler, mais le Conseil constitutionnel est devenu très dur sur ces questions-là. Hein. Mais même ça, il y a quand même d'autres textes. On peut faire passer. Bon, alors certes, sur les Gilets jaunes, on fait passer des trucs là dans la semaine, c'est juste jamais vu dans la 5e République, mais on peut le comprendre dans le contexte qui est le nôtre. Mais ça prouve que quand on veut faire passer un texte en urgence, on le peut. Et là, c'est quelque chose qui aurait été en réalité très consensuel. Oui. Donc, plutôt que de régler la question sur le fond, l'État a préféré nous refiler le bébé en disant bon bah finalement débrouillez-vous, c'est après tout vous qui avez voté vos taux, plutôt que de régler la question. Je me contente moi de me désengager, c'est-à-dire que je continue à percevoir mon pourcentage pour avoir levé les taux, mais je n'assume plus le rôle assurantiel que cela induit, et puis débrouillez-vous. Ça veut dire aussi que pour les collectivités qui sont en train d'atterrir progressivement vers des tomes moins excédentaires, il faut que vous fassiez un immense effort de comptabilité analytique pour induire vos charges indirectes, pour pouvoir un peu les justifier et avoir une position un peu plus faible en cas de contentieux, mais aussi un travail explicatif vis-à-vis des entreprises pour montrer que non, ils ne se font pas avoir contrairement à ce qu'ils croient ou ce que certains avocats leur font croire. Et ça peut justifier aussi que beaucoup de collectivités que nous avons accompagnées hésitaient à passer à la ROM ou à la tome incitative parce qu'ils avaient une tome excédentaire et que ça, on le cachait sous le tapis. Et que la tome incitative, et a fortiori encore plus la ROM, nécessitait une certaine transparence quant à la réalité des dépenses. Maintenant que ça ne marche plus... Pas toujours constaté dans les faits, mais bon. Voilà. Avec l'obligation de budget annexe qu'on ne voit pas systématiquement. Voilà. Mais bon. Tout à fait. Mais c'est vrai, sur le plan... En tout cas, ceci pour dire que ceux qui sont en train d'atterrir vers, du coup, une tome excédentaire de juste 1 ou 2%, et là, pour le coup, on est bon, ou un peu plus, mais en intégrant des charges indirectes, et là, il y a une petite fragilité. Ceux qui sont en train de le faire peuvent commencer à se demander dans ces cas-là si la tome incitative ou la ROM incitative ne seraient pas des bonnes solutions, à la faveur des modifications que vous venez d'évoquer, les uns et les autres, parce que beaucoup de clients que nous avons connus dans le passé refusaient de passer à cela pour cacher l'excédent de la tome. Excusez-moi, je me répète un peu. Tu veux dire par là, et je voulais arriver à cette conclusion, que finalement, cette disposition va générer une certaine forme... d'anxiété, c'est un peu anxiogène, voilà. Et moi je dirais en plus c'est que pas des trucs faciles à modifier en fin de mois. Voilà, et moi je dirais en plus que sur la problématique des investissements, c'est pas très clair, hein, puisque on parle de dotation amortissement comme si effectivement il s'agissait, quand on est en charge d'un service déchet, de renouveler ses bacs, où là on amortit. Mais quand on a une installation, une unité de traitement, c'est du bâtiment. Or, le bâtiment, dans la M14, on n'amortit pas. Donc, il n'y a pas de dotation amortissement sur le bâtiment. Par contre, c'est vrai. Voilà. Bon, les très gros syndicats de traitement, en général, une politique d'amortissement, ils ne sont pas totalement cons. Mais comment amortissent-ils ça? Voilà. Et en plus, alors, on pourrait aussi considérer que quand on finance des investissements qui ne font pas l'objet d'amortissement, on finance aussi par emprunt. Donc, l'annuité de la dette, c'est aussi une composante de coût qu'on pourrait tout à fait considérer comme devant être intégré dans la tome. Hein. Or là, c'est pour ça que je dis c'est un peu anxiogène, parce que finalement, on dit oula, on va définir le contour de ce qu'on peut financer, uniquement dotation amortissement sur l'investissement, ou bien l'investissement qu'on n'a pas de dotation amortissement. Si j'ai un plan pluriannuel d'investissement, je devrais pouvoir, qui est financé et organisé, je devrais pouvoir intégrer la quote-part d'autofinancement de celui-ci. Surtout que c'est suffisamment... Alors évidemment, il y a toujours le risque de faire un beau PPI et derrière de ne jamais faire les investissements. Sauf que ça se voit en matière d'eau et d'assainissement, des gens qui attaquent leur redevance au motif qu'on a fait qu'une station d'épuration et non pas les deux, ça se fait très couramment. Et quand les investissements qui ont justifié le niveau de redevance ne sont pas faits, je vais dire qu'ils gagnent à chaque fois. Donc la ruse consistant à dire on ne peut pas ouvrir la porte à l'autofinancement ne tient pas dans la réalité contentieuse que l'on voit en eau en assainissement. Enfin, moi, je trouve que tout ça milite pour effectivement qu'on puisse davantage permettre aux collectivités qui ont de l'atome d'avoir un budget annexe. Or, ça, c'est difficile, hein, puisque le comptable public considère qu'à partir du moment où c'est un service financé par une taxe, on ne peut pas ouvrir de budget annexe. Or, même si certains l'ont fait à un moment donné. Et pour des raisons juridiques, à mon sens, même juridiquement contestable. Voilà, donc moi je trouve que là, il faudrait effectivement qu'on aille au-delà et qu'on puisse lever le frein de la mise en place de budget annexe pour un service déchets financé par Atom. D'accord, très bien.
Alors peut-être deux, trois mots sur oui. Alors peut-être deux ou trois mots sur les ordures ménagères. Il y a aussi, mais comme chaque année, hein, toute une série d'évolutions de la TGAP. Avec si vous êtes concerné, si vous êtes très peu nombreux, donc je ne m'étends pas là-dessus, mais toute une série d'évolutions qui sont à retenir. Alors oui, quelques mots sur des mesures comme ça qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui peuvent être intéressantes et importantes à souligner dans ce projet de loi de finances. Première mesure, ça concerne les IFER éoliennes. Alors, quand on est membre d'une communauté AFPU, vous savez que quand on est membre d'une communauté AFPU, toutes les IFER sont perçues par la communauté. Et donc, les IFER éoliennes comme les autres IFER. Et donc, vous avez une disposition, enfin, c'était une proposition de l'Assemblée, c'était pas dans le projet de loi de finances, qui précise que à compter du 1er janvier 2019, pour toute nouvelle éolienne, eh bien, de droit, la commune bénéficie de 20% du montant de cet IFER. Commune d'implantation. La commune d'implantation, pardon. La commune d'implantation, tout ça étant justifié par le fait que ce sont souvent les maires qui sont en première ligne pour défendre l'implantation d'IFER sur leur commune et que donc être en première ligne et discuter avec les associations ou autres, etc., sans avoir de retour financier, c'est peut-être un petit peu difficile. Et donc, de droit, ces communes toucheront 20% du montant des IFER, l'Interco 30% et là, pour le coup, le département 50%. Et ça n'est qu'en cas de délibération concordante de la commune et de l'Interco qu'on peut modifier cette clé de partage. C'est important à souligner parce que c'est effectivement une première entorse à la spécialisation fiscale et à la remontée de toutes les recettes économiques au groupement AFPU. Premier point. Deuxième point, c'est important de le souligner aussi, enfin juste de le noter, même si ça ne va pas concerner a priori beaucoup de territoires, c'est le renforcement de la compensation pour perte de produits. Lorsque on est confronté à des sinistres de base sur sa collectivité, sur son territoire. Vous savez que jusqu'à présent, il fallait effectivement avoir à la fois une perte de base de CFE égale à 10% et une perte aussi de CET équivalente à 2%, c'était considéré comme perte importante. Le projet de loi ajoute à ce premier dispositif un dispositif supplémentaire consistant à prévoir une compensation pour perte dite exceptionnelle. Alors, la perte exceptionnelle, c'est toujours la perte de CFE et de CET, mais alors ça devrait être précisé par décret, si la perte est supérieure à 30% par rapport à l'année précédente et que cette perte représente 10% des recettes fiscales. Donc, on ajoute en quelque sorte un mécanisme supplémentaire. On ajoute aussi un mécanisme qui n'existait pas, qui consiste à compenser les pertes d'IFER. Puisque auparavant, sur un territoire, il y avait des compensations lorsque on perdait de la CFE, lorsqu'on perdait de la CET, mais lorsqu'on perdait des IFER, il n'y avait pas de compensation pour perte. Là, ce qui peut paraître un peu curieux, mais on va tout de suite comprendre pourquoi, en fait, ce mécanisme de perte d'IFER, il est indépendant du mécanisme de perte de CET. Et là aussi, il y a un double mécanisme, perte importante d'IFER, donc il faut avoir une perte de 10% par rapport à l'année précédente, représentant 2%. Et deuxième mécanisme, une perte dite exceptionnelle d'IFER, c'est-à-dire, là aussi, ça devrait être fixé par décret, 25% de perte, représentant 5 ou 10% des recettes fiscales. Voilà, donc on a un nouveau mécanisme et on a pour financer en partie ce mécanisme ce qu'on appelle un fonds horizontal, c'est-à-dire qui va être financé par les collectivités, mais les collectivités qui ont des IFER centrales nucléaires ou centrales thermiques.
centrales thermiques à flamme. Voilà. Et donc, et qui vont être assujettis donc à une cotisation, un prélèvement égal à 2% de leur IFER. Alors, ce dispositif, en fait, qui en apparence a une portée générale, en fait, il a été proposé dans le cadre de ce projet de finances pour tenter de régler le problème de la fermeture de Fessenheim. Voilà. Voilà. Donc, alors, sauf que effectivement, dans le cas particulier de Fessenheim, la commune de Fessenheim enfin, c'est un groupement FPU, mais un FPU postérieur à 2011, et donc la commune de Fessenheim a un prélèvement très important au titre du GIR, et c'est vrai que le mécanisme ne traite pas de l'impact de la fermeture de la centrale et du maintien du prélèvement GIR. Voilà. Que dire d'autre encore sur ce... Alors, ce prélèvement pour toutes les collectivités qui ont une centrale thermique ou une centrale nucléaire sera effectif en 2019. D'accord. Alors que on parle d'une fermeture de centrale de Fessenheim en 2020. Donc, si c'est courant 2020, ça veut dire que ce mécanisme ne devrait être mis en œuvre qu'à partir de 2021. Donc, on a une forme de constitution d'une trésorerie, en quelque sorte, pendant 2 ans pour espérer que ce soit suffisant pour financer les fermetures, sachant que ce fonds et ce mécanisme ne concernent pas uniquement les centrales nucléaires, puisque on parle aussi de la fermeture des centrales à charbon, qui sont celles du Havre, de Cordemais en Loire-Atlantique et de Saint-Avold en Moselle. Voilà. Hein, donc, alors après, la question, je ne suis pas absolument persuadé que si la fermeture de ces centrales thermiques est accélérée et que si la date de fermeture de la centrale de Fessenheim est bien 2020, que l'ensemble du fonds, même en accumulant ce fonds depuis suffise. Voilà. Hein, donc, bon, voilà. Donc, mais c'est voilà. une précaution qui est prise dans tous les cas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une forme de financement, une sorte de mutualisation, en quelque sorte. Hein, bon, c'était intéressant de le souligner. On a une certaine forme de mutualisation entre les territoires qui ont des centrales pour essayer d'atténuer au maximum les pertes de ressources de territoires pour lesquels les centrales vont fermer. Voilà. Il faut préciser aussi que la compensation, elle n'est pas versée ad vitam aeternam. Hein. Non, elle est sur 10 sûr. ans. D'accord. 3 premières années, on a une garantie de recettes. Oui. Et après, on a une extinction en sifflet sur les 7 dernières années. Tout à fait. Et donc, du coup, autant les 3 premières années, on a une compensation intégrale. Après, à partir de la 4e année, la baisse peut être importante. Donc, l'État considère que, effectivement, quand on ferme un site nucléaire, au bout de la 4e année, on est censé pouvoir avoir des ressources qui permettent un peu d'atténuer cet impact qui est très très important, hein, puisque une centrale nucléaire, ça produit énormément de recettes de tous ordres, que ce soit de la CFE, des IFER ou de la CVE. Voilà, y a pas... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce que... Non, c'était les principales mesures qui méritaient d'être traitées. Maître Landau, pas de... Alors, j'invite les participants qui sont encore en ligne à nous poser les questions, hein, puisque pour l'instant, on n'en a pas eu. Sinon, on va se diriger tranquillement vers la conclusion. En tous les cas, merci à tous les 4 d'avoir été autour de la table aujourd'hui pour traiter de ce projet de loi finance 2019. On a essentiellement vu ce qui allait se passer en matière de dotation d'intercommunalité et puis de Tom, mais merci d'avoir apporté d'autres sujets qui étaient très importants aussi pour les collectivités qui étaient connectées aujourd'hui. Puisqu'il n'y a pas de questions, si vous avez un mot de conclusion à apporter, vous êtes tout à fait invité à le faire. Mais sinon, je vous propose, comme d'habitude, un sondage de fin qui vous permet de nous dire si le contenu vous convenait. Nous apporter vos idées disons, vos besoins de formation pour 2019, parce qu'on y arrive assez rapidement maintenant. Vous indiquer des sujets qui ont été traités. Et je vous rappelle, parce que je crois que je ne l'ai pas fait encore, que cette webconférence, elle était bien entendu enregistrée, que vous retrouverez et la vidéo et le support qui a été proposé sur la plateforme très
prochainement. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas eu le temps de suivre la webconférence jusqu'au bout, et puis pour ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, à aller revoir le contenu sur la plateforme. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, aux intervenants ici présents, merci encore, et à vous qui êtes en ligne, et puis bon appétit. Merci. Au revoir. Merci.